Bien, ben, je vais reprendre le flambeau pour la dernière idée reçue. Mais juste avant, parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir, je bien fait un peu derrière, d'avoir envie d'ajouter un autre point de vue sur l'expertise. Euh, il y a aujourd'hui sur la question de l'expertise, parce qu'on a beaucoup parlé bien sûr là d'expertise risque industriel au travers de l'exemple qu'on avait, au travers de la situation, donc on parlait d'experts aussi sur des aspects techniques, mais quand on regarde sur les questions de gestion de crise qui peuvent aussi bien toucher une grosse organisation, une structure publique qu'une PME, les experts, les dirigeants, ils en ont plein autour d'eux. Et si je prends l'exemple d'un dirigeant de PME, c'est souvent un exemple qu'on est obligé de lui donner, comme beaucoup d'entre vous risquent d'être un jour dans des positionnements d'experts, ça peut être important. C'est l'avocat est un expert, mais que d'une partie du sujet qui concerne un événement qui peut par exemple menacer une entreprise. L'assureur est un expert, mais c'est qu'un expert d'une partie du problème. Et parfois, le grand jeu, c'est de protéger le dirigeant de cette parole d'expert. Parce que par exemple, c'est là qu'on pourrait avoir à des positionnements non éthiques. Un avocat qui vous dit, pardonnez-moi l'expression, mais chargez votre salarié en cas d'accident, comme ça vous vous protégez de votre propre responsabilité. Parce que bien sûr, il est dans sa posture d'avocat. Et donc, ça m'amène juste au travers de ce type d'exemple à dire qu'il ne faut jamais oublier quand on est en posture d'expert, et étant nous en posture de consulting, quelque part, on peut être dans cette posture, c'est qu'on est au service du décideur, donc on doit éclairer sa décision sans jamais oublier quelle est sa part de responsabilité et que derrière, il va devoir assumer quelque chose. Donc on doit l'aider à bien assumer sa décision. Et à un moment donné, c'est entre autres en lui laissant un choix. Rien de pire qu'un expert qui dit vous n'avez que cette solution, sous-entendu, si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes mauvais, donc en gros, je suis en train de décider à la place du décideur. Donc quelque part, je dois lui laisser une forme de choix éclairé en connaissance de cause. Voilà, si je peux me permettre, un autre petit regard aussi sur l'expertise. Alors, ça me permet d'enchaîner parce que quelque part, dans l'idée reçue qu'on avait construit, voilà, on était aussi sur une question quelque part d'expertise. Le sujet posé, c'est une crise est toujours provoquée par une question urgente et complexe. À l'image de c'est toujours un accident industriel comme Lubrizol. Alors, tout d'abord, je dois excuser, je suis tout seul, on n'est plus en atelier, parce que mon collègue avec qui on a préparé l'intervention, donc Rodolphe Cyr, d'autoroute Paris-Rhin-Rhône, il y a quelques jours, on n'a pas pu se libérer, puis en fait, il a eu le nez long parce que il pensait faire, il était pris sur une autre réunion, mais il est surtout pris sur les mouvements d'agriculteurs aujourd'hui, parce que c'est du réseau autoroutier. Donc, de toute façon, il n'aurait pas pu nous rejoindre. Donc voilà, donc c'est pour l'intervention de Rodolphe. Alors pour gagner, parce que je vais essayer de respecter, c'est l'intérêt aussi et peut-être l'inconvénient d'arriver en dernier et de respecter les horaires de pause. Donc pour gagner un peu de temps, je vais sauter l'une ou l'autre diapo, entre autres un petit film introductif qui n'était pas une présentation de la situation, qui était une manière ludique de présenter les choses. Ça permettait juste de comprendre, mais je vais vous l'expliquer différemment. Hop. Alors, en fait, je vais chercher, je vais vous raconter une histoire un peu décontextualisée, parce que je ne vais pas vous citer d'entreprise, etc. Comme c'est quelque chose qui est arrivé, peut-être que l'une ou l'autre personne dans l'assistance reconnaîtront ou ont entendu parler de cette histoire-là. Ce que je vous demanderai juste, c'est de ne pas citer ni l'entreprise, ni le contexte, etc., si jamais vous reconnaissez. Même si, globalement, je ne vais donner aucune information confidentielle. Mais voilà. Vous avez un site industriel qui a une particularité. Ce qu'il stocke un certain nombre de produits et entre autres il stocke de l'ammonitrate. Donc c'est un site industriel lambda, situé par contre à proximité d'un fleuve, ça a un peu d'importance dans l'histoire, et qui globalement a son propre stockage. Puis un jour, dans le cadre de ces visites de sites assez régulières, arrive un inspecteur risque industriel d'un assureur. C'est un site soumis à contrôle de l'Adréal, etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, on est sur l'inspecteur risque industriel de l'assureur qui visite le site et qui fait part, dans ses remarques, de ce qu'il le pense être des manquements à la sécurité. Et il le dit à voix haute. Première question, est-ce que dans l'assistance, on ne va pas utiliser le boîtier de vote, est-ce que dans l'assistance, vous considérez là que l'industriel, il est dans une situation dite de crise ? Je ne pense pas. Personne ne va considérer que là, on est dans une situation de crise. Donc cet inspecteur repart, il retourne à son activité, mais en parallèle, tout d'un coup, alors l'industriel ne le sait pas à ce stade-là, mais ce même inspecteur saisit l'administration
En fait, il saisit l'administration en utilisant une loi qui date de début de cette année, c'est-à-dire qu'il se positionne en lanceur d'alerte. Et il alerte l'administration sur un scénario majorant, hein, qui menace une installation à proximité. Enfin voilà, il se met vraiment dans une posture de lanceur d'alerte en disant j'ai visité tel site et pour moi il est extrêmement dangereux. Ce qui fait que l'industriel, il est toujours au courant de rien. Hein. Il ne le sait pas, ça. Mais par contre, le même industriel récupère en moins de 2 mois à peu près, parce que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, 3 visites coup sur coup de l'administration et entre autres de l'Adréal qui viennent contrôler les installations. Est-ce que nous sommes en crise? Non. Ça commence à être un peu inquiétant pour l'entreprise. Et c'est tellement inquiétant pour l'entreprise, surtout pour le spécialiste interne de l'entreprise qui est le responsable de la sécurité, des risques de l'entreprise, hein, qui gère tous les bâtiments et tout ce qui est risque, qui en fait se dit c'est pas possible. Parce que quand il était au contact de l'inspecteur de l'Adréal, dans des questions qui lui sont posées, il se dit mais c'est pas possible qu'on me pose ces questions-là. Sous-entendu, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et entre autres, il fait une petite connexion parce que l'inspecteur de l'Adréal évoque un cas d'un accident ou d'un presque accident qui était venu, où globalement, le seul à être au courant, c'était l'assureur parce qu'il y avait une déclaration de sinistre. Il n'y avait pas d'atteinte aux personnes, etc. Donc ça commence en fait à l'alerter. Et là, ce responsable sécurité, par réseau, arrive à savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est positionné, que a priori c'est l'expert de l'assurance, qu'il s'est positionné en lanceur d'alerte. Est-ce que pour vous, on est en situation de crise? Moins tranché, j'ai l'impression, non? On n'est pas encore, quoi. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. En parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que l'État, lui, logique, hein, vous avez un lanceur d'alerte, il y a une obligation de réponse. L'État joue son rôle d'administration, répond au lanceur d'alerte, cherche d'ailleurs à le rassurer en lui expliquant que son scénario, en gros, il est remercié pour la qualité de son travail et son rôle de lanceur d'alerte, mais que son scénario n'est pas crédible et ne peut pas arriver à ce même industriel. Est-ce que nous sommes en crise? Un peu moins. Sauf que l'industriel, lui, tout d'un coup, il se rend compte que l'État lui pose des questions. Parce que là, rebelote, il y a à nouveau un contrôle, etc. Mais il n'en sait toujours pas plus que ça. D'ailleurs, l'information est toujours chez le responsable sécurité, quasiment exclusivement. Et puis, arrive un article de presse à charge, du jour au lendemain, où là, cet article de presse, très connoté, puisqu'il paraît dans une revue spécialisée qui a une orientation politique, donc on est vraiment sur un article à charge avec des risques forts. Et que dit l'article? Il dit que c'est un expert risque industriel de l'assurance qui l'a constaté, que l'État ne joue pas son rôle et qu'il n'écoute pas le lanceur d'alerte et que globalement l'industriel fait n'importe quoi et que c'est extrêmement dangereux pour la population aux alentours. Dans un contexte politique local un peu particulier où des associations de défense et de lutte contre ce site industriel s'en saisissent derrière, enfin on rentre dans un article à charge. Un premier article, un deuxième, la presse locale qui s'en saisit aussi. Est-ce que nous sommes en crise? Là, on est passé en crise pour l'industriel. Alors pourquoi cette histoire-là? Parce que là, ce que je viens de vous raconter, rapidement bien sûr, hein, sans rentrer trop en détail, ça a duré 6 mois. Globalement, moi, j'interviens, entre guillemets, nous intervenons sur cette situation à cette diapo. Quand l'industriel me dit oui, on a un problème qui est ultra confidentiel, à la fin de la deuxième phrase, je lui dis je vais vous raconter la suite de l'histoire parce que tout ce que vous êtes en train de me dire, on le savait déjà. Donc ça veut dire que c'est pas si confidentiel que ça. Ça c'est le premier élément. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui tournait depuis un moment et qu'on savait depuis un moment. Et la vraie question, alors qu'on voulait vous poser avec Rodolphe, c'était de dire mais à quel moment doit-on considérer que l'entreprise est en crise? Alors vous l'auriez fait en termes de vote. Qui dirait que c'est dessaisi par le lanceur d'alerte? Ok, dessaisi par le lanceur d'alerte, ouais. Ouais, donc on a quelques votes de ce côté-là. Voilà. Deuxième cas, des visites de l'administration. Visite un peu régulière, hein, qui n'est pas qu'une seule visite. Hein. Une visite, c'est... donc, ok. Et des parutions de l'article. Donc plus majoritairement. Alors,
Si je raisonne en termes de mise en perspective, parce que c'était aussi l'objet de ces interventions, la première chose, c'est, dans notre histoire, là. Alors, est-ce que c'était la bonne réponse? Parce que celui qui me dit qu'en situation de crise, on trouve la bonne réponse, moi j'ai tendance à dire la moins pire. La bonne réponse a été trouvée en mélangeant niveau hiérarchique, métier et expertise. Jusqu'à l'apparition de l'article, chacun y travaillait de son côté, parce qu'on s'est rendu compte à l'apparition de l'article que le dirigeant savait quelque chose, par son propre réseau, politique, etc. Il avait été alerté d'un problème du lanceur d'alerte. Comme il ne voulait pas que ça sorte, il l'avait gardé pour lui. Le même responsable sécurité qui était juste à côté, 3 bureaux plus loin, il avait par son propre réseau, avait eu la même information. Il avait même demandé à un prestataire extérieur d'assurer une veille médias sociaux pour être sûr que ça ne sorte pas. Mais il ne l'avait pas dit à son dirigeant. Donc chacun, en fait, avait une information partielle de la même situation, et ils ont commencé à s'en occuper lorsqu'ils ont eu l'article, et ils ont trouvé leur réponse en conduite de l'événement. Ce n'est pas l'objet, en fait, la manière dont ils ont résolu le problème, mais à leur échelle d'entreprise, etc., vu leur propre contexte économique, etc., ils ont trouvé leur bonne réponse quand, en fait, ils ont commencé à mélanger les métiers, les expertises internes et aussi les niveaux hiérarchiques, et qu'ils ont cassé un certain nombre de cloisons. Ça, c'est la première mise en perspective. Maintenant, justement, à l'aide de ça, imaginez, vous êtes le directeur du site, qu'auriez-vous fait de différent et à quel moment? 1, j'aurais regroupé, alors je vous les lis juste les 4, j'aurais regroupé une équipe de crise dès le signal de quelque chose de différent, comme la présence très forte de l'administration. 2, j'aurais rassemblé une équipe dès le rapport de crise de l'assureur, dès que le rapport de crise de l'assureur mentionne des préconisations. Dès que le rapport de l'assureur, il y a une coquille, excusez-moi. J'attendrai une sollicitation de mes équipes pour passer un dispositif de crise. Très rapidement, j'aurais fait des points réguliers avec mes cadres en posant des questions très ouvertes pour savoir s'il y a quelque chose de plus important qui nécessiterait la mobilisation d'une équipe de crise. Qui c'est qui aurait pris l'option 1? Je n'ai pas de bonne réponse, hein? Non. J'aurais rassemblé une équipe dès le rapport de l'assureur. Donc très en amont, hein? Ok. Donc j'aurais commencé à mettre du monde autour de la table très rapidement. J'aurais attendu une sollicitation de mes équipes. En gros, tant qu'on ne me dit rien, c'est que ce n'est pas très important et c'est que ça... Non. Et très rapidement, dès que j'aurais commencé à sentir que les choses allaient très bien, j'aurais essayé de faire des points très réguliers pour savoir s'il y avait quelque chose de plus important. Une posture de veille active. D'accord. Maintenant, question suivante. Imaginez, vous êtes le responsable sécurité, donc vous n'êtes pas le décideur. Qu'auriez-vous fait de différent et à quel moment? 1, j'alerte ma direction dès que cela m'inquiète ou que je sens qu'on ne va pas tout maîtriser et attends la réunion d'une équipe de crise. 2, je provoque une réunion de travail de niveau direction, pluridisciplinaire, dès que l'événement me semble prendre un chemin normal. 3, je fais des synthèses écrites successives à ma direction et laisse décider de la conduite à tenir sur la base de mon analyse. Je pose la problématique ou ce que je crains avec un vocabulaire non technique adapté à mon auditoire, afin de faciliter la qualification de ce qui pourrait ou peut arriver. Qui c'est qui prendra l'option 1? Donc cette notion de, voilà, j'attends quand même qu'on fasse une réunion de crise, mais j'alerte, je partage mon inquiétude. Ouais. Je provoque une réunion de travail, donc là j'ai l'initiative de la réunion, c'est moi qui la provoque. D'accord, ok. Je fais des synthèses, mais globalement, je laisse la décision au niveau du décideur. Ok, c'est de sa responsabilité. En gros, c'est ce que ça veut dire. Hein. Mais je lui apporte les éléments par écrit. Je pose la problématique ou ce que je crains avec un vocabulaire non technique, parce que quand je suis responsable sécurité sur un site industriel qui traite avec l'Adréal, je risque de parler inspection, contrôle de l'Adréal, mise en demeure, aspect technique, etc. Et pas forcément le vocabulaire du dirigeant qui, lui, est en train de parler d'autres problèmes. Donc, c'est ça la notion de vocabulaire non technique. Afin d'aider à qualifier ce qui peut arriver, sachant que vous pouvez en retenir plusieurs, hein. C'est pas antinomique des autres, c'est pas antinomique, de loin pas. Alors, si j'enchaîne par rapport à la mise en perspective, je surveille mon heure, je vous disais que dans notre histoire, la bonne réponse a été trouvée en mélangeant niveau hiérarchique, métier et expertise. Ce qui nous a interpellés quand on a travaillé sur ce sujet avec Rodolphe Cyr, c'est de dire qu'il y a clairement dans cette histoire qui n'est pas née en fait d'un événement subi, le fait de oser, c'est vraiment le terme oser, quelle que soit la manière, se regrouper tôt en équipe.
Parce que globalement, ils ont décidé de se regrouper en équipe quand ils ont pris l'article dans la figure. Donc un matin, donc ils ont eu une grosse sensation de crise. Ça faisait 3 mois que ça grenouillait. Mais globalement, pour se regrouper tôt, c'est pas évident. Ça veut dire déjà que dans l'organisation, il faut d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit l'organisation, parce que l'idée là, c'est de sortir de notre histoire, c'est libérer la capacité à mobiliser ou à se mobiliser. C'est-à-dire, est-ce que ce responsable sécurité avait la capacité à... Est-ce qu'on décidait très rapidement de se regrouper ou pas dans cette entité ? À un moment donné, quand dans cette entité, on me dit, vous savez, on n'a pas voulu se regrouper parce qu'on voulait garder un couvercle de confidentialité, ben ça signifie qu'on s'est privé de la capacité à y travailler en collectif et qu'on a fait certainement le pire, moi c'est ce qu'ils ont fait, c'est globalement, tous les échanges se sont faits à deux. Le dirigeant et son adjoint. Concrètement, à deux, il n'y a que 2 modes de pensée. Unique ou opposé. Donc concrètement, ils avaient la même manière de penser la problématique. Ils auraient mis ne serait-ce que leur responsable sécurité en 3e pilier, il aurait peut-être dit, mais moi je vous renvoie un regard différent. De première mise en perspective, se regrouper en équipe tôt, ça signifie quand même que même dans des structures hiérarchiques, il faut oser se regrouper tôt, avec en plus des priorités au quotidien. Parce qu'imaginons juste, là on est sur un épiphénomène au regard de leur réalité. C'est une entreprise de 200-300 personnes, étalée sur une trentaine de sites, avec des priorités autres, etc. Juste au quotidien, il y avait autre chose à faire que de s'occuper de cette question du lanceur d'alerte, qui dans l'esprit de tout le monde était en train de raconter une histoire complètement délirante et qui ne pouvait pas être crue. Donc de toute façon, ce n'était pas important. Après, derrière, se regrouper, oui, mais ça signifie aussi qu'il faut trouver les indicateurs pour faire comprendre. C'est-à-dire que si je viens, moi, en tant qu'expert, l'expert sécurité de l'entité, et que je décris l'arrêté de mise en demeure de l'Adréal, je fais du technique. Ça n'aide pas le dirigeant à comprendre. Et le technique, ben en fin de compte, dans cette histoire-là, il ne prépare pas à la crise qu'ils ont pris dans la figure. Parce que si j'analyse leur scénario techniquement, ben très vite, l'expert, il dit, c'est un non-sujet. Vous n'aurez pas de problème. Mais l'article de presse à charge, vous disiez, il était connoté politiquement de toute façon à la base, il ne pose pas une question technique. L'article, il dit juste, l'expert risque industriel de tel assureur. On ne dit pas que l'expert risque industriel est juriste de formation. Ce n'est pas l'enjeu. Donc on est dans quelque chose qui est presque du registre de l'interprétation ou d'une forme d'interprétation du sujet. Donc globalement, il faut réussir à parler à tous parce que l'enjeu, c'est de réussir à décider. Donc ça, c'est sur cette première mise en perspective. La deuxième mise en perspective, c'est détecter par les taux de signaux faibles. Dans cette histoire-là, il y a une équipe qui est chargée au quotidien et qui globalement a tous des infos partielles et qui aurait pu très vite échanger, ne serait-ce qu'autour du café, sur le sujet. En disant, tiens, j'ai quelque chose, une intuition, parce que c'est comme ça qu'a fonctionné le responsable sécurité. Il se dit au bout de la 3e visite de l'Adréal, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose de pas normal. Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça m'est jamais arrivé d'avoir un inspecteur de l'Adréal qui vient 3 fois en moins de 3 mois. Puis quand il entend une question, il se dit, purée, là, cette question, elle m'alerte fortement. Donc globalement, il a détecté ce qu'on appelle des signaux faibles d'un problème à venir. Sauf qu'il n'en a pas parlé. Ce n'est pas un sujet qui est venu sur la table, ce n'est pas un sujet qui a été abordé. Et globalement, ce qui s'est passé dans cette entité, donc ce serait un deuxième regard, c'est-à-dire ne pas avoir... On a tendance dans les organisations, et c'était Carole qui utilisait cette expression ce matin, de dire on a tendance à rechercher ce qui réduit notre anxiété. C'est applicable aussi sur une situation qui n'est pas une grande catastrophe. Qu'est-ce qu'a fait cette entité? C'est qu'ils ont enterré les signaux faibles. C'est-à-dire, globalement, très vite, tout ce qui leur a laissé penser que l'histoire ne grandirait pas est devenu vrai, parce que ça réduisait leur anxiété. Typiquement, ça va pas, il n'y aura pas d'article. Typiquement, ça ne va pas aller plus loin. Typiquement, ça ne va pas sortir. De toute façon, le scénario n'est pas crédible. Personne ne va porter caution à ce que pourrait dire ce lanceur d'alerte, etc. Parce que, globalement, c'était quelque chose qui, à cette posture, avait tendance à réduire l'anxiété. Et donc, derrière, si on ramène ça simplement dans la logique d'anticipation, parce que quelque part c'est le propos de ces mises en perspective, c'est qu'on n'est pas sur une crise majeure. Alors après, pour avoir vu cette entité de près, je peux vous dire qu'elle l'a bousculée pendant 4 mois, très fortement. Vous avez des conseils d'administration derrière, il y a des implications locales, il y a des implications politiques. Si à un moment donné, les salariés avaient
cru le lanceur d'alerte, ils auraient pu opposer un droit d'alerte et paralyser un site industriel et donc paralyser toute l'activité dans une activité qui est saisonnière et qui globalement aurait pu engendrer de grosses difficultés pour l'entreprise. Donc les enjeux économiques étaient très très forts. Maintenant pensons à l'assureur. Vous avez un expert risque industriel qui devient lanceur d'alerte. Tous les clients ont été informés par la bande que chez leur assureur, qui est un gros groupe d'assureurs, dans cette zone géographique, il y a un expert qui se positionne après visite comme lanceur d'alerte. Donc imaginez toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc quelque part, pour un nombre d'acteurs, c'était devenu quand même un événement majeur. Mais il n'y a pas ni de décédés, ni de destruction, ni de grands impacts en termes de catastrophe. Mais ça a été vécu comme tel par l'entité. Et dans un principe d'anticipation, parce qu'on peut se dire qu'ils auraient pu être dans une posture d'anticipation, après avoir détecté et parler de ces signaux faibles, bien sûr, il aurait fallu aller vers... Excusez-moi, j'aurais pas dû cliquer là. Il aurait fallu aller vers des principes assez classiques, mais là, je ne veux pas faire de la palissade d'anticipation, du style, se poser la question de juste que ça pourrait nous entraîner, qu'est-ce qu'on ne voit pas, quels sont les fondamentaux. Mais ça signifie qu'il fallait résister à une première tendance que nous avons tous, c'est la complaisance. C'est-à-dire, ça va bien se passer et on n'aura pas plus de problèmes qui se passent. Revenons à notre quotidien. Et c'est peut-être une des leçons de l'entreprise. Voilà, en gros, je devais tenir jusqu'à peu près écart, pour pas trop grignoter sur la pause. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce cas? Ou des précisions à apporter? Pourquoi? C'est tout le débat politique actuellement sur, je reprends sur ce que tu évoquais, c'est le débat sur la préfecture de police. Je ne donnerai pas un avis sur le sujet, mais c'est une question des signaux faibles dans l'organisation. Je ne place que sur ce plan-là. Ouais. Qui ont une caractéristique, ces signaux faibles, c'est que si à la question, je vous demande de me prouver ce que vous êtes en train de dire, bah, ça devient plus complexe. Si je prends toujours l'exemple de mon responsable sécurité dans l'entité, si son dirigeant lui avait dit « mais t'es sûr qu'il y a un lanceur d'alerte ?» Non, j'ai pas d'écrit sur le sujet, j'ai que des paroles. J'ai que des intuitions et j'ai que des paroles. Je n'en sais pas, j'ai pas vu de courrier, etc. Ils ont découvert en fait les courriers qu'au moment de la parution de l'article, quand là l'État a bien voulu leur confier ce qui avait été écrit. Et là, ils ont vu tout ce qui avait été dit. Mais il y avait des signes. Il y avait des signes. Tout à fait. Il y avait un certain nombre de signes. Une autre remarque, question ? Oui. Vous avez raison, en fait, parce que le risque, là, quand on connaît la fin de l'histoire, c'est de faire ce que moi j'appelle du yacatisme. Hein. Ils n'avaient qu'à détecter ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que la manière dont on vous présente les choses, on y a bien pensé avec Rodolphe, c'est-à-dire on n'est pas en train de vous dire qu'ils auraient dû penser que ça allait arriver jusque-là, c'est que ce qui aurait pu être intéressant, en retour d'expérience, c'est de se réunir tôt pour poser la problématique. En fait, globalement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que s'ils avaient décidé de ne rien faire en connaissance de cause, c'est pas la même chose que décider de ne rien faire parce qu'ils ne se sont pas posé la question. C'est peut-être la nuance. A posteriori, les signaux auraient peut-être pu leur montrer ce qui allait se passer, mais rien n'était moins sûr. Parce qu'honnêtement, le premier article à charge, n'importe qui d'entre nous aurait fait un travail d'anticipation. Si ça se trouve, on n'y aurait même pas pensé à cet article à charge. Parce qu'il était tellement éloigné d'une forme de réalité ou de la réalité qu'on percevait que de toute façon, on n'y aurait peut-être même pas pensé, malgré les signaux faibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas posé la question en groupe. En fait. Ils ne les ont pas mis sur la table. Donc vous avez raison. Hein, c'est facile a posteriori de dire que ça, c'était un signal faible d'une crise à venir. Tout à fait importante. Moi, je le vis dans le champ sanitaire autour des violences à domicile. On voit bien que dans ces cas-là, les acteurs du réseau ne se parlent plus. C'est-à-dire qu'il y a une contamination de la problématique dans le réseau. Les désaccords font que les gens ne se parlent pas. Et là, personne n'a autorité pour dire il faut faire ça. Et on va arriver à quelque chose comme ça, je pense, à
à la question de la coordination, du droit à la coordination des usagers. De revendiquer une coordination, parce que les usagers subissent aussi la conflictualité des acteurs du réseau. Un dit blanc, l'autre dit noir, l'autre dit jaune, etc. etc. Enfin, je sais pas, je fais une analogie avec ça. Je trouve l'analogie intéressante, cette question du rapport à l'autorité, mais vous ramenez ça dans l'entité. C'était un peu notre question de dire qui avait légitimité pour provoquer une réunion, pour mettre le sujet sur la table. Si le responsable sécurité considère qu'il n'a pas la légitimité, parce qu'au quotidien, il n'a pas la légitimité pour le faire, puisqu'en fait, c'est au quotidien que ça se décide, ça. En situation exceptionnelle, il se dit, bon, bah, ça ne veut pas bouger au-dessus, donc je fais rien. Je fais ma partie à moi et je ne fais rien. Le vrai enjeu, selon moi, pour un décideur quel qu'il soit, celui qui fait autorité, sous réserve qu'il soit bien désigné, dans certains cas, c'est une vraie problématique, c'est sûr, mais c'est de favoriser ce temps-là pour qu'à un moment donné, une première décision qu'il puisse prendre, ce soit de se dire, ça c'est un sujet qui mérite qu'on ne soit pas complaisant avec, et on va le traiter. C'est peut-être, dans notre histoire, c'est peut-être la première décision à prendre. À quel moment il devait décider dans cette entité d'être vraiment tous ensemble en veille sur le sujet. C'est parce que peut-être qu'ils auraient pu échanger avec leur assureur, qui commençait à découvrir de son côté un problème majeur en interne, beaucoup plus en amont que posteriori à l'article. C'est la même chose quelque part, hein, parce qu'on était sur plusieurs personnes qui faisaient autorité sur le sujet, avec des intérêts qui peuvent être contradictoires. Je ne sais pas si on est dans le même esprit, mais je pense que oui, c'était l'idée. C'est à quel moment quelqu'un a autorité pour dire ce sujet-là mérite qu'on y travaille tous ensemble. Sinon, après, on tombe dans la notion de pouvoir, d'une certaine façon. Il y aurait quelqu'un qui aurait le pouvoir de décider qu'on doit se réunir. Hein, mais je pense que la fonction d'autorité, c'est tout un débat. C'est un débat, parce qu'il y a la question de qui va arbitrer. Oui, juste là, on est bien en contexte français. Je voulais apporter justement comment ça se résoudrait ailleurs. D'abord, un assureur, l'industriel est son client, donc pour avoir été... Ça a été sa difficulté à l'assureur. On ne parle pas d'inspection pour une assurance, mais une visite technique. Voilà. Et donc, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais juste pour dire que, d'abord, dans la loi nucléaire des exploitants nucléaires, le fait que toute la canalisation de la responsabilité est sur l'exploitant nucléaire fait que l'exploitant nucléaire, il est obligé de se concerter comme vous le proposez. Vis-à-vis de son assureur, mais vis-à-vis de l'autorité de sûreté. Et puis l'autre point, c'est la solution fréquente à l'étranger, c'est la peer review. Donc, pour avoir participé au peer review d'un exploitant nucléaire américain, donc 3 fois par an, vous avez une réunion avec des groupes extérieurs à l'entreprise qui ont examiné tout et qui déballent tout devant le Chief Nuclear Officer, donc la personne qui pénalement et civilement est responsable de l'exploitation nucléaire de la centrale. Rien ne sort évidemment de cette réunion. Et là, vous pouvez effectivement traiter de façon vraiment ouverte tous les signaux faibles qui sont identifiés par les différents groupes de peer review. Donc la peer review, ça n'existe pas trop en France, surtout dans le domaine industriel, mais c'est une pratique extrêmement courante et très efficace à l'étranger. C'est à rapprocher du concept de variété requise. Hein. J'ai un autre regard sur une problématique et je cherche à avoir tous les regards. L'avis de ce lanceur d'alerte n'était pas inintéressant. D'ailleurs, l'industriel en question, à tel point qu'à la fin, il a dit à un moment donné, en parallèle de tout ça, maintenant qu'on en sort, je veux quand même une étude spécifique sur le sujet qui me dit derrière, qui m'étudie ce scénario, parce que je veux, en tant que dirigeant, savoir si on se trompe ou s'il n'y a pas quand même une vraie problématique. Donc il a eu même une réaction très intelligente par rapport au sujet, de dire je ne renie pas ce regard qui a été apporté sur cette entité. Sur ce problème. D'autres remarques, questions? Juste, est-ce que Dakar a des questions? Vous nous entendez, Dakar? C'est une étudiante qui pose la question de savoir pourquoi le responsable de sécurité n'a pas fait une analyse complète des installations pour vérifier ce que si l'inspecteur avait raison ou pas. Et l'autre question est... Oui, vas-y, Samba, excuse-moi.
L'autre question, est-ce qu'on peut prendre une décision à partir d'une intuition? À partir d'une, j'ai pas compris le mot. Intuition. Est-ce qu'on peut prendre une... ouais. Alors, Est-ce qu'on peut premier prendre une sujet, décision? sur la question de, je ne veux pas rentrer en détail, mais concrètement, l'installation était en conformité, elle avait tous les éléments de son autorité de contrôle là-dessus, etc. Il n'y avait pas de signe pour le responsable sécurité qu'il fallait qu'il creuse différemment. C'est-à-dire qu'il avait une seule petite mise en demeure qui était corrigée très rapidement. Donc, sur la question de l'analyse du risque industriel, pour sa partie à lui, il n'y avait pas de problématique. Le scénario de l'expert de l'assurance était un scénario qui sortait du site. C'est-à-dire, en gros, l'installation du site peut provoquer une explosion, cette même explosion peut provoquer une explosion d'une barge, d'un bateau qui passe, cette même barge peut provoquer un problème sur une autre installation située à 10 km de là. Donc, c'était un scénario à effet domino. Donc, que l'industriel n'avait pas la responsabilité d'étudier. C'est de toute façon. Il a demandé a posteriori d'en faire l'étude pour vérifier dans quel cas de figure ça pouvait arriver, mais ce n'était pas le cas. Après, sur prendre une décision à partir d'une intuition, là, on peut passer quelques heures sur le sujet, mais comment nous prenons des décisions? Et voilà. Et comment un être humain et combien de décideurs ont déjà pris des décisions sur la base d'une simple intuition, à tort ou à raison? C'est-à-dire que, comment on peut? Est-ce que souvent on prend des décisions vraiment avec des analyses poussées? C'est souvent quand on me parle, moi, du cas de Lubrizol, parce qu'on nous demande souvent notre avis. J'aurais bien aimé être une petite souris pour être en cellule de crise, parce qu'on peut faire a posteriori du iacatisme et dire il aurait fallu faire telle ou telle chose. Moi, la vraie question, c'est de me dire, peut-être pour moi, celle qui m'intéresserait, c'est de se dire, mais si on constate un écart à la fin dans les prises de décision, est-ce que c'est en connaissance de cause que les décisions ont été prises? C'est-à-dire en pesant toutes les conséquences possibles. Typiquement, on sort de ce cas-là, prenez le cas Lactalis. Il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Dans le cas Lactalis, quand le dirigeant décide qu'il n'y ait pas de communication sur le sujet, etc., avec tous les éléments que ça représente, on touche à des enfants, à des familles, etc., est-ce qu'il a tous les éléments pour décider de faire ça et il décide de le faire en connaissance de cause? Ou si je suis très cynique, si on regarde, Lactalis continue à exister, l'entreprise, elle a peut-être passé une tempête, mais elle ne s'en est pas sortie si mal que ça. Donc est-ce que c'est en connaissance de cause que ce dirigeant a décidé de faire ça, ou c'est juste par principe et que personne n'a osé le contrer? J'aimerais bien être une petite souris pour le savoir. Mais là, il faut avoir été dans la cellule au moment clé pour savoir comment la décision a été prise. Voilà ce que je pourrais apporter comme regard. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... On va juste... Oui, c'est bon. Merci. Oui, juste avant la pause, là, dans les dossiers qui ont été remis ce matin, vous verrez qu'il y a un document qui s'appelle appréciation. On vous demande votre avis. Alors soyez très gentils de le remplir, parce qu'à partir de ça, on peut faire effectivement une analyse de la façon dont vous avez ressenti cette journée. Et en plus, deuxièmement, ça nous permet de nous améliorer, disons en fonction de ce que vous avez ressenti ou non. Deuxième petite information, c'est plus pragmatique. Plutôt que de jeter tout ça chez vous en rentrant, vous serez gentil de nous remettre les badges. Ça nous permet de les recycler. Petit aspect écologique. Merci. Et c'est pas fini, même si on commence à vous parler de l'évaluation. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de 10 minutes et après on reprend avec la table ronde.